Bonjour à tous, bienvenue dans dans ce webinaire. On va parler d'investissement viager. Alors j'espère que tout le monde m'entend bien. Je vois que l'on est une petite vingtaine de participants. Je pense que les autres personnes vont se connecter. Vous avez accès normalement à un petit module de conversation. Si certains réussissent à le trouver, est-ce que vous pouvez me dire si tout est OK et que vous nous entendez bien? Comme ça, être sûr que le son est bon, que vous voyez bien nos slides. Hop, OK pour moi. Parfait, merci beaucoup Mélanie. Génial. Il est 12h31, donc je vais démarrer. Alors, on fait un webinaire vraiment enfin, axé vraiment axé pour les acheteurs et les investisseurs sur du viager. Alors bon, bah, dans ce webinaire, parmi les participants, on va avoir évidemment des investisseurs, mais aussi évidemment bah, nos confrères agents immobiliers, des vendeurs aussi qui peuvent être intéressés par le sujet. Donc c'est quand même, voilà, on va vraiment se focaliser sur la partie, on va dire, vraiment tournée acheteur. Mais après, voilà, c'est on va traiter des sujets de manière assez générale sur le viager. Donc ça va aussi intéresser que ce soit les vendeurs ou les professionnels de l'immobilier. Vous avez, comme je disais tout à l'heure, un module de conversation si vous voulez interagir avec nous. Au niveau de l'organisation, on va se laisser à maximum 1 heure sur ce webinaire pour faire à la fois une première partie de présentation. Ça va durer à peu près, on va dire, maximum 3 quarts d'heure. Et puis après, on pourra avoir 1 quart d'heure de questions-réponses. Donc c'est là où on reviendra effectivement sur les différentes questions que vous pourrez poser à la fin ou vous pouvez poser tout au long du webinaire. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous sur la partie conversation. Posez vos questions et puis on fera des petits temps de transition. On pourra éventuellement traiter les premières questions. Alors avant de commencer, je vais me présenter rapidement et je vais me présenter les participants à ce webinaire. Donc moi, bah, je m'appelle Cyril Chéry, donc je suis le gérant fondateur de Vita Pecunia du cabinet de gestion de patrimoine Invested. On a été initialement, on a été fondé à Lyon initialement. Aujourd'hui, on est sur 2 sites maintenant parce que moi, je suis physiquement maintenant à Paris, mais sur 2 sites, le site parisien et le site lyonnais. Sur la partie viager, en l'occurrence, on travaille dans toute la France, on est sur tout le territoire français. Moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que je viens pas forcément de la profession immobilière de base ou de la gestion de patrimoine. Je travaillais dans les compagnies d'assurance, je faisais de l'actuariat, donc tout ce qui était modélisation financière et aussi d'assurance. Et c'est aussi comme ça que je me suis intéressé aux problématiques, notamment du viager. Je suis accompagné de Zoé qui travaille chez nous comme conseillère en transactions viagères. Donc certains d'entre vous la connaissent sûrement parce que vous avez peut-être déjà échangé. Alors elle échange principalement avec les vendeurs et puis avec aussi les agents immobiliers parce que c'est un autre sujet, mais on fait aussi de la formation et de l'accompagnement avec les agents immobiliers. Je ne sais pas si Zoé, tu as des choses à rajouter. Je pense que j'ai... T'as plutôt bien fait le topo, on va dire, de mon poste, mais voilà, je voulais dire que si vous aviez un petit conseil, un petit renseignement, si vous avez besoin, vous pouvez toujours me contacter. On mettra les coordonnées effectivement à la fin. Et je laisse du coup Sébastien et Cédric se présenter. Sébastien et Cédric étant des partenaires de Vita Pecunia sur 2 régions distinctes, l'Île-de-France et puis Haute-Savoie, Annecy, euh, voilà, Rhône-Alpes. Donc Cédric Bron, on est présent pour accompagner donc aussi bien les acquéreurs qui recherchent des viagers sur des régions spécifiques que les vendeurs qui souhaitent vendre en viager afin de les accompagner au mieux. Et donc moi je suis présent sur toute la Savoie, Haute-Savoie et au-delà sur des biens spécifiques. Et donc, je suis Sébastien Bron, je suis le fondateur du cabinet Les Frères Bron avec Cédric. Avant ça, moi, j'ai travaillé en gestion de patrimoine également. C'est comme ça que j'ai rencontré Cyril. Et puis après, je suis parti complètement dans la partie
investissement immobilier. Et on s'est rejoint sur le sujet et la passion du viager avec Cyril. Et maintenant, on travaille ensemble, effectivement, pour accompagner vendeurs et acquéreurs sur la partie viager en Île-de-France, en Rhône-Alpes et sur des biens de prestige. Voilà un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. Et on est à votre disposition pour répondre à vos questions également. Voilà. Hop, désolé, j'accepte des personnes en même temps pour entrer sur le webinaire. Super, bah, merci beaucoup, merci à vous pour votre présentation. Je vais rappeler rapidement nos services, ce que l'on fait chez Vita Pecunia. Donc principalement, enfin nous effectivement, Vita Pecunia en fait c'est une branche du cabinet Invested où on fait vraiment que du viager. Donc à la fois ça va être sur la partie vente, donc on va accompagner des vendeurs dans leurs transactions viager, des conseillers pour derrière pouvoir les accompagner sur la vente, trouver des acquéreurs, donc la transaction vraiment immobilière. Aujourd'hui, si on part côté vendeur, hein, on a à peu près une centaine de sollicitations chaque mois. C'est-à-dire qu'on va avoir une centaine de vendeurs qui vont s'interroger sur le viager, vont vouloir des cotations. Et donc nous, notre rôle, ça va être de pouvoir relayer ces différentes informations avec des partenaires que l'on a tissés dans toute la France, dont effectivement Cédric et Sébastien sur leurs régions respectives, pour pouvoir les accompagner en proximité. Donc ce sont des agents immobiliers vraiment spécialistes, qui ont une grosse spécialité sur le viager, que l'on forme nous-mêmes chez Vita Pecunia. Ils vont gérer la relation avec les vendeurs. Ça nous permet du coup aussi côté acquéreur, que ce soit aussi nous sur la partie gestion de patrimoine et le cabinet que l'on a à côté de gestion de patrimoine, ou même les autres acquéreurs qui viendraient par le biais de la marque Vita Pecunia, de pouvoir leur proposer des opportunités. Alors en priorité en amont, en off-market, donc c'est des opportunités effectivement qui ne sont pas encore diffusées. On va d'abord servir en priorité nos investisseurs. Et puis on a une plateforme, je vous la remets ici si vous avez besoin de regarder un petit peu, enfin voilà, vous voulez voir un petit peu plus en détail les autres offres que l'on a, les autres opportunités qu'on a actuellement. Sur une plateforme du coup public, il faut quand même s'inscrire derrière pour avoir accès aux différentes annonces sur la plateforme Acheter en Viager, qui est une plateforme effectivement qui a été éditée par Vita Pecunia et qui nous permet de relayer les différentes annonces que l'on a sur le viager. Voilà, je m'arrête ici au niveau de service. Après, voilà, on organise des formations, on fait du logiciel, on fait plein de choses différentes sur le viager. Mais vu que aujourd'hui, on échange principalement sur le viager pour les investisseurs, voilà, je voulais revenir un petit peu sur les différents services de transaction immobilière que l'on fait pour les acquéreurs. Alors, avant de parler du viager, effectivement, c'était c'est une phrase que j'ai bien aimée. On avait échangé avec Sébastien, où on se disait, tout le monde aujourd'hui, en tout cas beaucoup de personnes veulent faire de l'investissement locatif. Surtout que là, on le voit ces derniers mois, ça repart pas mal. En tout cas, la demande derrière pour pouvoir se préparer à une retraite, se constituer un patrimoine, les Français sont attachés à la pierre et veulent faire de l'investissement locatif. En revanche, l'investissement locatif présente aussi des inconvénients. Il y a trois choses qui pourraient décourager des investisseurs. La première chose, c'est la banque. Depuis quelques années, on le voit, les banques sont beaucoup plus réticentes pour emprunter. On a des taux d'emprunt qui ont augmenté. Et donc, ce qui a freiné en tout cas l'acquisition avec du crédit pour les acquéreurs. Première chose. Deuxième chose, encore un sujet d'actualité, les impôts, on est en pleine déclaration fiscale. Et peut-être que vous le voyez, il y a une pression fiscale en plus qui augmente chaque année. La loi de finances 2025, notamment sur l'immobilier, on a vu la loi les lois meublées non professionnelles, où on a eu un petit coup de rabot aussi sur la fiscalité. Donc il y a l'imposition, en tout cas la fiscalité aussi, qui est assez lourde lorsqu'on fait de l'investissement locatif. Et le troisième point, c'est la gestion locative. Derrière, de trouver un locataire, avoir un locataire du coup qu'on garde suffisamment longtemps pour limiter la gestion locative. Et puis voilà, tous les aléas qu'on peut avoir, les impayés, les dégradations sur logement. Donc c'est trois points en tout cas qui peuvent rebuter un acquéreur lorsqu'il veut faire du locatif. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on va voir point par point, mais le viager, c'est une solution qui peut répondre à de l'investissement locatif avec une bonne rentabilité. Et on va pouvoir se passer d'abord de la banque, on va pouvoir se passer d'une imposition, parce qu'on le verra, le viager, la logique est différente, c'est on achète moins cher, on n'a pas de revenus, donc si on n'a pas de revenus, du coup on n'a pas d'imposition. Et puis on a le locataire qui est tout trouvé, qui est le vendeur, qui reste chez lui. Et donc ça permet en tout cas d'avoir un investissement locatif sans banque, sans impôt et sans locataire.
Si je devais résumer un petit peu le viager de manière assez simple, parce que c'est vrai que tout le monde connaît le viager, mais personne ne sait vraiment comment ça fonctionne exactement. Donc si je devais le résumer en quelques phrases, il s'agit en fait d'un démembrement de propriété. Alors qu'est-ce que ça veut dire démembrement de propriété? Lorsqu'on passe chez le notaire, et souvent malheureusement pour des histoires de succession, on est souvent confronté en fait au démembrement de propriété à deux termes, la nue propriété et l'usufruit. Peut-être ce sont des choses qui vous parlent. Eh bien, dans le viager, le fonctionnement est assez similaire, c'est-à-dire que quand vous achetez de manière classique ou quand vous possédez un bien de manière classique, vous allez avoir ce qu'on appelle la pleine propriété. La pleine propriété, c'est le fait de pouvoir posséder le bien, y habiter et éventuellement le mettre en location. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pleine propriété, c'est le schéma assez classique. Le viager, c'est un démembrement, c'est-à-dire qu'on va démembrer ces deux droits. Un premier droit qu'on appelle la nue propriété, qui est le droit de disposer d'un bien. Si je veux faire une analogie, c'est comme si je prenais un pommier avec des fruits dedans, avec des pommes. Bien, la nue propriété, j'ai que l'arbre, j'ai le tronc et j'ai les feuilles, mais je n'ai pas les fruits. L'autre droit qu'on va avoir, alors on pourrait appeler ça un usufruit, c'est plus commun on appelle ça plus communément un usufruit lorsqu'on fait du démembrement de propriété quand on passe chez le notaire. La petite spécificité lorsqu'on va faire du viager, on va utiliser un droit qui est un tout petit peu différent, qui est un petit peu moins utilisé, un peu moins commun, qu'on va appeler le droit d'usage et d'habitation. Voilà, les cycles, c'est DUH. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un droit de jouissance du bien. On peut habiter dans le bien, mais par contre, on ne peut pas le mettre en location. Et on le verra aussi lorsqu'on fait un viager, pourquoi généralement on va démembrer, on va faire d'une part une nue propriété et de l'autre un DUH qui va être conservé par le vendeur, c'est tout simplement qu'on ne veut pas que le vendeur de son vivant puisse le mettre en location. Parce que le jour où le bien est libéré, on aura un locataire et on aura peut-être effectivement des. C'est pas forcément ce que veut l'acquéreur, des complications pour revendre par la suite. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est assez simple un viager, hein, on fait un démembrement, c'est-à-dire que on passe chez le notaire, on achète le bien, mais l'acquéreur ne va pas acheter la pleine propriété qui lui permettrait de posséder le bien, d'y habiter, de mettre en location. Il va uniquement posséder le bien, mais il va se priver de la jouissance du bien, c'est-à-dire qu'il ne pourra ni le mettre en location, ni y habiter, puisque c'est le vendeur qui va conserver ce droit-là. Et ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on va acheter finalement avec des droits en moins, eh bien l'acquéreur, en contrepartie, il va pouvoir négocier et acheter à un prix inférieur. Si le bien il vaut 100, eh bien on l'aurait acheté de manière classique 100, là il va dire puisque moi je me prive du droit pendant toute la durée de vie du vendeur d'y habiter ou de le mettre en location, je ne vais pas l'acheter 100, je vais par exemple l'acheter 60. Donc je vais bénéficier d'une décote immédiate dès le début, je vais acheter moins cher mon bien. Si on revient un petit. Et donc, du coup, voilà, on a du début du démembrement. Je suis passé devant chez le notaire. J'ai acheté le bien en nue propriété. Enfin, j'ai acheté, voilà, j'ai acheté que ce droit-là. Mon vendeur, il reste chez lui. Et il va rester chez lui pendant toute sa durée de vie. Durant une durée qui est égale à son espérance de vie, en moyenne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du démembrement, donc généralement, la fin du démembrement, ça va être le décès du vendeur qui habite dans le logement, mais ça peut être aussi une libération anticipée. On le verra, on n'a pas que le scénario du décès du vendeur pour récupérer le bien. On peut aussi avoir un vendeur de son plein gré qui dit moi aujourd'hui je veux plus habiter dans mon logement parce que j'avais un logement avec peut-être deux niveaux et ma mobilité s'étant réduite, je veux partir en maison de retraite. Eh bien, il va pouvoir abandonner son droit avec des contreparties financières. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'acquéreur il va récupérer le logement alors que le vendeur est encore en vie. Donc à ce moment-là, on a une fin de démembrement. L'acquéreur va récupérer la pleine propriété du logement, donc il possède le logement et puis tous les droits qui vont avec, il peut y habiter ou le mettre en location comme un bien qu'il aurait acquis d'une autre manière dès le départ. Et donc c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on va reconstituer ce qu'on appelle la valeur de la pleine propriété dans le temps. On a acheté mon bien, j'ai dit il valait 60. Alors, enfin, moi, je l'ai acheté 60, mon bien il vaut 100. Je l'ai acheté moins cher parce que je ne peux pas y habiter, je ne peux pas le mettre en location. Dans 5, 10, 15 ans peut-être, le bien va se libérer. Et au moment où il se libère, sa valeur, elle vaudra 100, plus peut-être, on espère, la revalorisation de l'immobilier. Et donc là, vous comprenez, dans ce schéma-là, j'ai une visibilité sur la rentabilité qui est que j'achète 60, un bien qui vaut 100. Donc ça me permet de récupérer un bien qui vaut 100 dans 5, 10, 15 ans. Donc le viager, comme je disais, c'est un démembrement de propriété. Le vendeur, il cède la nue propriété de son bien, il va conserver le droit d'usage et d'habitation, ou dans des cas plus rares, un usufruit.
Cette nue propriété va la monnayer. Mais 60, dans mon exemple, il va les diviser en deux choses. Une somme d'argent qui est payée comptant chez le notaire le jour où on passe chez le notaire, on va appeler ça un bouquet. Et le complément, ça va être des rentes. Donc c'est intéressant pour l'acquéreur, puisque finalement, on pouvait voir le bouquet comme un apport, comme s'il apportait effectivement une somme d'argent dès le début, et puis les rentes comme des mensualités de crédit. Vous pouvez le voir de cette manière-là si on faisait une analogie. Donc on a deux effectivement façons de rémunérer le vendeur. On va lui donner un bouquet initialement et on va lui donner des rentes. Et ça, contrairement à ce qu'on peut lire, c'est complètement négociable. On peut très bien avoir zéro bouquet que des rentes, qu'un bouquet, pas de rentes, et un mix. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment une pure négociation qu'on va avoir entre l'acquéreur et entre le vendeur. Et comme je le disais, voilà, mon bien il vaut 100, je l'achète 60. L'acheteur a un avantage immédiat, c'est qu'il va acheter un bien moins cher que son prix sur le marché s'il était libre. Et on pouvait le voir quand je dis j'achète un bien 60 alors qu'il a une valeur de 100, donc j'ai un différentiel de 40. Ces 40, on pourrait le voir comme un stock de loyer finalement anticipé. C'est-à-dire que l'acquéreur achète finalement 100 et récupère immédiatement 40 de loyer. Donc en fait, c'est comme s'il achetait 60. Pardon, j'avais vu, il y avait quelques petites remarques, quelques petites questions. Hop. Ah, zut, c'est plus des petits problèmes techniques. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Là, j'ai des petits retours comme quoi, des soucis de présentation, image, pas de son. Ah, j'ai des petits likes. Bon, j'ai l'impression que c'est bon. J'espère, parce que ce serait dommage si je devais tout recommencer. Parfait. Je vais vous donner un exemple concret de transaction. Tout à l'heure, je donnais des chiffres, des 100, des 60, etc. Je vais un peu plus rentrer dans le détail. Ça, c'est un cas réel hein, qu'on a déjà rencontré. Alors, on va différencier les profils et les besoins. On a un acquéreur, 45 ans, marié, deux enfants. Il a 150 euros de liquidité à la banque. Puis il a peut-être perçu, par exemple, d'une succession ou d'une prime ou de l'argent qu'il a pu se constituer après toutes ces années, ou la revente d'un bien. 150 euros, 150 000 euros qu'il a à la banque et aujourd'hui, bah, il se dit effectivement, ça tourne pas à des rendements forcément très très élevés. Et il a une capacité d'épargne aujourd'hui à peu près de 1500 euros par mois. C'est ce qu'il pourrait éventuellement investir. Il veut investir, mais par contre, avec son travail, voilà, il n'a pas forcément beaucoup de temps à passer pour trouver le bien et puis derrière pour pouvoir gérer la gestion. Et sa pression fiscale, aujourd'hui, elle est peut-être déjà assez importante. Excusez-moi, je vais juste... Non, c'est bon. Et de l'autre côté, on a un vendeur, 75 ans, veuf, il a un enfant, il veut aider son fils à changer de voiture, par exemple, et puis l'aider derrière pour peut-être acheter une résidence principale. Il veut lui donner 100 000 euros de son vivant. On a fait un petit calcul déficit retraite. On s'aperçoit que finalement, il a 1200 euros de retraite et bah, il dépense à peu près 2000 euros par mois pour l'entretien de sa maison, pour toutes les dépenses qu'il peut avoir au quotidien. Donc, il vient tous les mois, finalement, taper dans son épargne qu'il a constituée à hauteur de 800 euros. Aujourd'hui, il possède une résidence principale qui est évaluée à 600 000 euros. Donc, comment ça fonctionne? Comment on fait le calcul? Eh bien, admettons acheteur-vendeur, bah, l'acheteur veut acheter le bien immobilier de ce vendeur. On va d'abord calculer une décote pour occupation. Le bien sur le marché, si le vendeur il le vend et quitte le logement, il vaudrait 600 000 euros. On est d'accord que là, le vendeur aujourd'hui, il a besoin de liquidité, euh, d'argent immédiatement, donc un bouquet, puis il veut aussi des rentes. Mais il veut aussi surtout rester dans son logement. Donc aujourd'hui, il ne va pas revendre son logement pour récupérer 600 000 euros, c'est pas ce qui l'intéresse. Lui, ce qu'il veut, c'est rester chez lui. Donc il va vendre un logement un logement occupé par lui-même. Donc il ne va pas le vendre 600 000 euros, il va le vendre moins cher, puisqu'il va y rester en moyenne durant une durée qui est égale à son espérance de vie. Donc la décote pour occupation, là, on ne va pas rentrer dans le détail du calcul, comment ça fonctionne ce calcul. Admettons qu'on se met d'accord sur une décote d'occupation de 250 000 euros. Eh bien, ça veut dire que la valeur occupée, c'est-à-dire la valeur de la nue propriété, hein, vous vous souvenez dans mon schéma de démembrement, c'est 600 000 euros moins 250 000 euros. Ça veut dire que la valeur du bien occupé aujourd'hui, elle est 350 000 euros.
Et ces 350 000 euros, je vais pouvoir les diviser en deux choses. Un bouquet de 150 000 euros qui sera versé le jour de la vente. Et le complémentaire, c'est-à-dire les 200 000 euros, on va les transformer en rente viagère. C'est-à-dire qu'on va les convertir en un montant mensuel, qui est ici 1300 euros, et qui va être versé tous les mois durant durant la vie, en tout cas, du vendeur. Donc ça veut dire que c'est une rente viagère, elle s'éteint au décès. Donc ça veut dire que le vendeur, 75 ans, un homme, il doit avoir à peu près 17 ans d'espérance de vie, 18 ans, ça dépend des tables qu'on utilise, hein. S'il décède malheureusement 2 ans après avoir signé chez le notaire, l'acquéreur aura une opération très rentable, hein, parce qu'il aura versé du coup 1300 euros uniquement pendant 2 ans. Mais s'il décède au bout de 25 ans, finalement, il aura récupéré plus que le complément, hein, les 200 000 euros dont je vous parlais. Donc il y a un risque effectivement, et c'est le principe du viager. Je ne l'ai pas répété, je l'ai pas dit au début de ce webinaire. Et le viager, en fait, il y a une condition, c'est défini dans le code civil, hein, il y a une condition sine qua non, c'est un contrat viager est un contrat aléatoire. À partir du moment où je sais combien je vais payer avant même de signer, combien je paierai à la fin, s'il n'y a pas d'aléa, ça ne peut pas être un viager. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est vraiment le principe du viager, c'est accepter l'aléa, pour les deux parties d'ailleurs. Donc voilà ce qui pourrait effectivement se passer sur ce type de transaction. L'acquéreur paye un bouquet initialement, et puis il va payer une rente, la vie du rang du vendeur, une rente de 1300 euros par mois. D'un point de vue l'acheteur, hein, si je regarde un petit peu, parce que ce qui nous intéresse, nous acheteurs, hein, c'est de savoir un peu comment ça se passe en termes de flux, de chronologie, qu'est-ce qu'on paye dans le temps, puis la rentabilité qu'on pourrait avoir. Bien, admettons, cet acquéreur se dit, j'ai 150 000 euros à la banque et je mets 1300 euros tous les mois. Si je le mets, bon, les taux sont un peu plus intéressants aujourd'hui, mais si je le mets sur un compte, sur différents livrets, sur un compte courant, et en moyenne, j'ai un rendement à peu près de 0,5%, et que je le place sur une durée de 13 ans, qui est à peu près l'espérance, enfin, qui pourrait être à peu près l'espérance de vie sur cette transaction-là. J'étais un petit peu plus généreux tout à l'heure, j'ai dit 17 ans, mais là on va retenir 13 ans. Eh bien, ça me fait 370 000 euros à la fin, au bout de 13 ans. Si je le mets sur un placement un tout petit peu plus rentable, à 1,5, c'est à peu près ce que donnent les fonds euros aujourd'hui, hein, les fonds euros communs, c'est à peu près entre 1,5 et 2%. Eh bien, j'ai 405 000 euros quand j'ai placé mes 150 000 et mes 1300 euros tous les mois, au bout de 13 ans. Et maintenant, si je le place cet argent sur le viager que je vous ai présenté tout à l'heure, eh bien, à la fin, on l'a vu, on met 150 000 euros au début et 1300 euros tous les mois, eh bien, on récupère la pleine propriété d'un logement, hein, qui dans 13 ans, pense en tout cas vaut 600 000 euros. Peut-être même que ça vaudra plus, hein, si l'immobilier s'est revalorisé. On reste sur une base assez prudente. Historiquement, on voit que l'immobilier se revalorise, hein. Sur 13 ans, en moyenne, ça se revalorise bien. On part du principe, effectivement, soyons prudents, que ça ne se revalorise pas. Eh bien, je récupère 600 000 euros. Là, on voit quand même que parmi les autres solutions que je peux avoir sur le marché, eh bien, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus rentable. Parce que par rapport à ce que je peux mettre sur un compte à vue et puis sur quelques livrets, je vais multiplier par deux mon capital. Et puis si j'ai un peu de revalorisation, vous voyez, en plus de l'immobilier, je peux davantage en plus gonfler mon capital. Si je devais trouver un rendement équivalent à cette opération, ce serait 8%. J'ai placé mon argent à 8% en faisant un viager. Donc là, oui, effectivement, on voit que le viager, ça peut être une opération assez rentable. Et pourtant, je ne suis pas allé sur quelque chose forcément en termes d'hypothèse qui soit complètement, en tout cas, très éloigné de ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Donc les différents atouts, ça va être un paiement fractionné. On n'a pas besoin d'aller voir la banque pour faire un crédit. On n'a pas de fiscalité. J'ai pas de loyer, hein. Vous vous souvenez, c'est une décote, hein, que j'ai initialement. C'est pas j'achète la pleine propriété et j'ai des loyers en plus. C'est vraiment j'ai une décote initialement. Donc je vais pas avoir de fiscalité. Pas de gestion locative, ou du moins très peu. On va avoir un vendeur qui reste chez lui, hein, comme c'était le cas avant. Donc il va généralement prendre plutôt soin du logement dans lequel il est, pardon. Et on peut avoir une rentabilité assez élevée grâce justement à ce paiement fractionné. On va devenir propriétaire de manière progressive dans le temps. Hop, et je reviens rapidement, je vais accélérer un petit peu. Hop, côté vendeur, qu'est-ce qui se passe? Les intérêts côté vendeur.
eh bien, il va avoir finalement, il va vendre son logement et il va récupérer 150 000 euros immédiatement. Et il va avoir un complément de revenu, comme je disais, 1300 euros tous les mois. Donc c'est très intéressant pour lui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il va ouais, bien évidemment rester dans son logement. Il va avoir une fiscalité réduite. S'il avait peut-être revendu la totalité de son logement pour être locataire ailleurs, il aurait placé cet argent. Et bien peut-être aussi que cet argent, en le plaçant, il aurait eu une fiscalité un peu plus forte. Il n'aurait pas réussi non plus à retrouver ses 1300 euros tous les mois. Il aura une fiscalité importante. Ce qu'il faut savoir sur le viager, c'est que les rentes viagères côté vendeur, elles sont très peu fiscalisées. On va avoir des abattements qui vont être assez importants. Et une transmission pardon, optimisée. Le fait aussi d'avoir des liquidités en amont, il va pouvoir anticiper sa succession, faire des donations de son vivant et pouvoir optimiser tout ça. Donc ça va lui permettre aussi d'avoir une fiscalité au niveau de la transmission qui va être plus faible. Et puis aussi éviter de faire tomber dans la succession peut-être un logement que les héritiers, les enfants ne veulent pas. Et pour payer les frais de succession, ils devront revendre dans la précipitation. Et puis on sait ce que ça fait. Ça fait un logement qui est revendu à peut-être à un prix bien inférieur à son prix de marché si on avait un peu plus de temps pour le vendre. Donc ça permet aussi d'optimiser du côté du vendeur. Hop là, et ça va être la partie de Sébastien et Cédric. Voilà, je vous ai fait une petite présentation sur voilà, les schémas en tout cas financiers, parce que c'est vrai que on est sur un webinaire vraiment axé acquéreur. Donc l'idée c'était de revenir un petit peu sur le côté financier, le fonctionnement. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y a des petits soucis de connexion, mais pas de questions pour le moment. Hop, très bien. Eh bien, je vais laisser. Alors, est-ce que Cédric, Sébastien, vous avez la main sur. Non. Non, vous n'avez pas la main. Attendez. Je vais la donner. Ah, comment ça marche? Désactiver. Euh, Sinon, on passe les slides, hein. Sinon, je vais le faire, ouais. Ouais. Normalement, vous êtes organisateur, c'est très étrange. Hop, mais sinon, bah écoute, hop. Du coup, je vais tout dérouler directement. Je te laisse présenter Cédric. Oui, donc ces parties-là, on en reparlait, hein. C'est un peu par ça que tu avais commencé également, Cyril, hein, mais sur lequel il est vraiment intéressant de le rappeler. En effet, donc les trois avantages, c'est donc pas besoin de la banque, pas de locataire, pas d'impôt. Et pour le coup, c'est vraiment cette synthèse-là. L'avantage, c'est que ça peut vous aider à construire votre propre retraite demain, puisque vous aurez des biens immobiliers qui peuvent être soit mis en location, soit revendus. Ça permet également de sécuriser des capitaux, puisque Cyril en parlait, ça peut être soit réparti sur du bouquet, soit des rentes, mais on a régulièrement des biens qui peuvent être payés qu'avec un bouquet. Donc, l'aléa viager est respecté puisque vous ne savez pas combien de temps votre argent est immobilisé. Pour autant, vous savez exactement quel est le montant de l'argent immobilisé puisque vous avez tout mis sur un bouquet. Ça permet de supprimer un des deux aléas, puisque dans le viager, il y a deux aléas. Il y a le temps et le montant. Là, le montant est connu pour les deux parties. Il reste seulement l'aléa, effectivement, temporel. Donc, et de la même manière, c'est également pour certaines personnes qui auraient des projets parfois un peu plus ambitieux, le fait de pouvoir acheter à moindre prix, donc parfois 40%, 50%, 60% de moins que la valeur réelle du bien, sans pouvoir l'utiliser, ça permet d'accéder à des biens, des logements pour l'avenir dont on n'aurait pas les moyens aujourd'hui de se permettre. J'ai un exemple comme ça. J'avais un client qui avait acheté un hôtel particulier en région parisienne, effectivement. Il était expatrié à l'étranger. Ce n'était pas le moment pour lui et c'est vrai qu'il n'avait pas forcément l'ensemble des capitaux pour s'offrir un tel bien. Et finalement, 20 ans après, il a aménagé dans l'hôtel particulier et il était assez content de son opération. Tu peux passer, Cyril.
Ouais. Et alors, on peut présenter rapidement quelques exemples de vente. Ce n'est pas tant pour les exemples de vente que pour les profils d'investisseurs. C'est vrai que moi, ce que j'aime bien aussi dans l'investissement en viager, c'est que c'est un petit peu un système de retraite parallèle et bah, ça permet à des gens de préparer leur retraite en achetant en viager tout en finançant la retraite de personnes plus âgées. Et puis, bah, à notre tour, quand on devient plus âgé, libre à nous de pouvoir à nouveau revendre en viager ou autrement, mais ça peut faire un cercle vertueux de financement des retraites de génération en génération. Donc ça, c'est le petit côté que j'aime bien sur le viager. Au niveau de nos acquéreurs, on a beaucoup d'acquéreurs différents et avec des objectifs différents, bien que souvent ce soit évidemment la rentabilité, la constitution d'un patrimoine, la sécurisation des capitaux et la préparation de la retraite. En l'occurrence, sur nos quelques dernières ventes, on a eu l'occasion de vendre une très belle adresse rue du Faubourg Saint-Honoré dans le 8e arrondissement en face de la boutique Hermès. Et donc, les profils des acquéreurs étaient des financiers internationaux, français, expatriés depuis quelques années et pour encore quelques années. Et eux ont une stratégie très précise d'acquisition de biens en viager. Ils veulent en acheter une dizaine au cœur de la capitale sur des adresses vraiment très prestigieuses et très définies. Leur but étant d'avoir une petite foncière familiale pour qu'à 50 ans, ils puissent gentiment arrêter de travailler. Ça, c'est pour le premier exemple. Tu peux passer, Cyril. Le second exemple est assez intéressant puisqu'on n'y pense pas et on ne l'a pas encore évoqué dans les raisons de l'acquisition d'un viager. Mais acquérir un bien en viager permet d'optimiser aussi de façon substantielle la transmission d'un patrimoine. Je ne donnerai pas les chiffres précis de cette maison puisque la vente reste confidentielle, mais je vais donner un exemple concret. Si vous achetez, par exemple, un couple qui aurait 2 enfants, comme vous le savez sûrement, vous avez la possibilité de transmettre 100 000 euros par enfant et par parent net d'impôts tous les 15 ans en termes d'optimisation de la transmission. Et par exemple, un couple qui aurait 2 enfants, qui achèterait donc une maison en viager, admettons sur un exemple d'une valeur vénale de 1 million d'euros avec une très grosse décote, puisque les vendeurs seraient un petit peu jeunes, par exemple, une décote de 60%, 1 million d'euros, bah, finalement, le bouquet, enfin, le viager serait à payer 400 000 euros. Dans le cadre d'un viager sans rente, ça fait un bouquet unique aux alentours de 400 000 euros. Les parents achètent la maison qui vaut 1 million d'euros de valeur vénale, 400 000 euros, puisqu'elle reste occupée par le couple de vendeurs, et peuvent transmettre ces 400 000 euros net d'impôts à leurs héritiers, ce qui leur permet finalement de transmettre une maison à 1 million d'euros à terme, sans payer un seul euro d'impôt sur la transmission. Donc, c'est des cas que l'on retrouve assez régulièrement. Parfois, ce sont les parents, parfois, ce sont même les grands-parents qui optimisent la transmission pour les petits-enfants. Il peut y avoir un vrai intérêt sur ce sujet également en termes d'objectifs des viagers. Et là, en l'occurrence, c'était une jolie petite maison sur les bords de Seine avec un accès privé à la Seine. Et on peut passer sur la suite, Cyril. Et un dernier exemple un petit peu plus rare, mais il nous arrive ponctuellement d'avoir ce qu'on appelle des viagers ou des viagers libres ou ventes à terme libre. Et à ce moment-là, ça s'assimile plutôt à un crédit vendeur. Il n'y a pas de décote, mais c'est le vendeur qui fait la banque et qui vous propose d'acheter sa propriété sous forme de mensualité, soit de mensualité viagère, donc durant toute leur espérance de vie, soit sur une temporalité bien définie. En l'occurrence, on avait eu l'occasion de vendre en région parisienne à un couple de profession libérale qui avait un double objectif, c'était de trouver une résidence principale plus grande, avec plus d'espace et plus de terrain, et également de constituer leur retraite. Et on leur a trouvé un ensemble immobilier avec 6 locatifs. Il y avait un immeuble de 6 biens locatifs, 4 appartements de commerce
Et donc, l'ensemble était loué et générait des revenus locatifs. Et il y avait la maison en plus, avec le parc arboré et la piscine, on peut voir sur la photo, qui était libre. Ils ont aménagé pour habiter dans la maison, utiliser le bureau prévu dans la maison pour installer leurs activités libérales, tout en ayant 6 lots locatifs. Et donc, ils ont pu développer leur projet à la fois de retraite et d'habitation principale, sans passer par les contraintes bancaires, puisque c'est le vendeur qui l'a fait sous forme de crédit vendeur quelque part. C'est évidemment assez rare, mais ponctuellement, nous avons des ventes à terme libres ou des viagers libres. On en a régulièrement, bien que ce soit quand même beaucoup plus rare que les viagers occupés. Voilà. Et c'est vrai que Cyril l'évoquait tout à l'heure, c'est important de nous communiquer vos recherches en tant qu'acquéreur et de faire connaissance tout simplement avec Zoé, Cyril ou Cédric et moi, pour qu'on puisse bien connaître vos attentes et vos recherches de façon assez précise et spécifique. Ça nous permet d'avoir, quand on a un bien qui répond très bien à vos critères, de pouvoir vous le proposer et également de pouvoir orienter éventuellement un acquéreur dans le sens où si on peut lui communiquer des informations à propos de la meilleure répartition bouquet-rente qui serait la plus intéressante selon les recherches des acquéreurs, sous réserve évidemment que ça corresponde très bien à son projet. Mais beaucoup de nos vendeurs ne sont pas figés sur la répartition bouquet-rente. Donc, parfois, ils sont d'accord pour monter le bouquet et baisser les rentes, ou parfois, inversement, baisser le bouquet et monter les rentes. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à communiquer avec nous vos recherches et vos attentes afin qu'on puisse vous les faire suivre avant même que l'on puisse les publier sur le marché. Et donc, justement, par rapport à ces différentes opportunités, donc on les a sélectionnées en 3 grandes catégories. Là, c'est les offres du mois. Hein. Donc, si jamais vous connectez-vous bien avec Zoé, moi, Cyril, Sébastien ou moi-même pour avoir accès aux autres opportunités. Dans le cadre des viagers libres, actuellement, on en a 2 sur le marché. On en a un sur Courbevoie, sur un homme de 81 ans, avec un bouquet de 200 000 € et le complément en rente, donc sur un format de crédit vendeur. Donc pour un bel appartement avec une vue exceptionnelle sur tout Paris, dont Montmartre que l'on voit sur la petite photo à gauche. Et sur un autre profil, on est vraiment sur un investissement plutôt locatif sur Rouen, avec un appartement 3 chambres, 2 salles de bain, entièrement rénové et meublé. Donc avec la possibilité de le toucher avec un faible bouquet de 25 000 € et ensuite des rentes qui s'approchent du loyer. Donc il reste à la charge de l'investisseur les charges de copropriété globalement. Donc, de viager libre, vous faites l'acquisition et vous pouvez bénéficier des fruits tout de suite, ce dont on n'a pas trop parlé au tout début, ce qui est des cas un peu spécifiques du viager. Ou autrement, on va avoir des viagers occupés. J'ai vu que certains d'entre vous étaient intéressés par le concept de sans rente, donc c'est-à-dire que vous savez combien d'argent vous immobilisez, mais vous ne savez pas sur combien de temps. On a 3 très beaux biens sur des structures différentes. On va avoir en plus petit, on va avoir sur Annemasse, à 1,5 km de la frontière suisse et de Genève, un appartement au 7e étage avec un très grand balcon exposé sud et traversant sur une femme de 83 ans qui est disponible à 220 000 € de bouquet pour une valeur vénale prudente de 340 000, donc une décote immédiate de 120 000 €. On va avoir également, avec une vue exceptionnelle sur le lac d'Annecy, à Verrier-du-Lac, qui est la 3e ville la plus riche de France et village après Neuilly-sur-Seine et une ville du Sud.
Donc un bien vraiment d'exception avec près de, j'ai un doute sur la surface, mais oui, on est 200 mètres carrés habitables et 100 mètres carrés de terrasse. Voilà, tout à fait. Donc avec une décote immédiate de près d'1 million d'euros. Et un autre bien, on est vraiment sur les hauteurs de Cannes, une villa d'exception à quasiment 4 millions d'euros et avec une décote immédiate de 1,5 million. Donc voilà pour les bouquets sans rente, donc qui sont des viagers occupés. Et ensuite, on a un horizon de temps plus ou moins important. Et sur les viagers un peu plus classiques, entre guillemets, que l'on retrouve le plus souvent avec bouquet plus rente, on a en cœur de Fontainebleau, hypercentre, on a donc sur un couple de 86 ans, donc vraiment, c'est un T3 avec 2 chambres, un grand balcon, vraiment dans le cœur de Fontainebleau, donc idéal pour un investissement. Et on a également donc une revente de viager, puisque c'est tout à fait possible de revendre un viager d'un très bel appartement dans le 16e, que Sébastien connaît plus que moi. Mais... Oui, c'est quartier Victor Hugo dans le 16e arrondissement. C'est une femme qui a aujourd'hui 94 ans. L'appartement fait 72 mètres carrés. Aujourd'hui, le bouquet est à 550 000 euros et la rente à 3 800 euros par mois. Donc évidemment, c'est des montants plus conséquents de par l'adresse et de par l'âge de la vendeuse, puisque l'occupante a 94 ans. Donc évidemment, elle est très, très âgée et l'espérance de vie est très faible. Et Fontainebleau a regardé, c'est vrai que bouquet frais d'agence inclus à 40 000 euros, rente 1 460 euros sur un couple de 86 ans. Ça peut avoir du sens. Fontainebleau, c'est une ville qui est très intéressante, très commerçante et touristique avec le château. Et c'est un viager patrimonial avec des chiffres peut-être un peu plus abordables, du moins en termes de bouquets. Voilà. Je crois que c'est tout, hein. Super. Ouais, parfait. Bah, merci beaucoup, Sébastien et Cédric. Hop, je regarde un petit peu les questions. Toc. Oui, il y avait une question sur la partie viager libre de Monsieur Raspo. À partir de quel âge pour le vendeur on peut vendre en viager libre? Bonjour Monsieur Raspo. Alors je ne sais pas si vous le viager libre de Rouen, en l'occurrence, la personne a 69 ans. Enfin, elle va les avoir en décembre, pour être très précis. Après, pour le coup, je le connais moins bien ce dossier, mais c'est vrai qu'à creuser, mais en tout cas, moi, je le trouve très intéressant sur le fait que vous ayez un tout petit bouquet et que vous ayez une rente quasiment pas trop loin, en tout cas, du loyer, hein. Ça veut dire que vous avez la pleine propriété, hein, donc vous percevez les loyers. Donc, ça veut dire que vous placez, quoi, c'est 25 000 euros et vous mettez 200 euros chaque mois, peut-être. Peut-être un petit peu plus, les charges sont un peu élevées, mais effectivement, on Mm. n'est pas loin, oui, complètement. Il y a Quelques pas de... centaines d'euros par mois, donc c'est sûr que Exactement. c'est très accessible, effectivement. Et puis, vous avez la pleine propriété. Demain, vous avez des enfants qui partent en études à Rouen ou vous voulez y habiter, vous pouvez aussi récupérer le logement pour vous. Donc, c'est vrai que. Et puis, de mémoire, c'est un logement en plus qui est tout refait, qui est Complètement. très Il y a eu, nouveau, qui est très, qui est il y très a eu beau. plus de 10 000 euros le mètre carré, de 1 000 euros le mètre carré de travaux, puisqu'il y a eu plus de 60 000 euros de travaux et que l'appartement fait 59 mètres carrés. Donc, Mm. il est meublé, décoré, agencé, tout à fait. Il y avait une question également, Cyril, c'est ce qui me gêne dans le viager, dans un marché IMO plutôt calme, c'est la détermination de la valeur vénale. En effet, j'ai peur que l'estimation soit souvent haute ou survalorisée. Ouais. Bon, je suis complètement d'accord. Oui, c'est malheureusement des pratiques. Bon, voilà, sans citer de nom, mais c'est des pratiques effectivement malheureusement très courantes parmi les professionnels qui font du viager. C'est de survaloriser effectivement. Enfin, on voit souvent, hein, les valeurs vénales sont survalorisées clairement pour derrière retomber sur un bouquet des rentes qui pourrait correspondre à ce que veulent les vendeurs. Donc c'est ce qu'on observe aussi également. Nous, on a une approche un peu différente parce que on sait très bien, voilà. Un acheteur est pas bête, hein, il regarde et il compare la valeur vénale, il voit bien que si c'est trop cher, le bien ne se vendra pas. Donc c'est pas, nous on accompagne les vendeurs, mais derrière, nous aussi ce qu'on veut, c'est de pouvoir placer des investissements intéressants, rentables et attractifs pour nos acheteurs.
Donc Faut savoir. voilà, on évite de rentrer dans ces jeux-là, effectivement, de survalorisation des biens, parce que derrière, en plus, c'est des biens qui ne se vendent pas. Vous avez des vendeurs qui perdent patience, qui sont déçus, et nous, on n'est pas sérieux quand on présente des biens, on le voit, hein, qui sont valorisés 20, 30, 40% plus cher. Et moi, je suis un peu moins sur le terrain, mais Cédric et Sébastien, vous pouvez le confirmer, effectivement, très souvent, quand on est en concurrence avec une autre agence immobilière qui fait du viager, eh ben, nous, on rame un peu plus parce qu'on est en train d'expliquer aux vendeurs qu'on passe peut-être le troisième et qu'il y a des agences avant qui ont valorisé 50 000, 100 000 de plus que notre estimation sur la valeur vénale. C'est vrai que la première chose que l'on fait quand on rentre chez un vendeur, c'est lui faire une estimation, une nouvelle estimation de la valeur vénale pour se mettre d'accord sur une valeur vénale correspondante à la réalité du marché. Et une fois qu'on est d'accord sur cette base de valeur vénale, faire les calculs viagers pour lui faire une proposition de vente en viager cohérente. C'est vrai que la spécificité entre autres de Cyril et Cédric et moi-même, c'est que on a une approche orientée vendeur, bien évidemment, mais également une approche on a une grosse proximité avec les acquéreurs par le côté gestion de patrimoine de Cyril, et puis moi je faisais de la gestion de patrimoine et notre clientèle est majoritairement une clientèle d'investisseurs, donc on connaît les attentes de rendement des investisseurs et c'est ce qu'on explique aux acquéreurs et on a une grande partie pédagogique auprès des acquéreurs pour se mettre d'accord sur la bonne valeur vénale et sur la bonne décote par rapport au bien, à l'âge, à l'emplacement, etc. Mais c'est un point clé de se mettre d'accord évidemment sur la bonne valeur vénale dès le départ dans un marché où l'immobilier a baissé et où certaines personnes ont tendance à croire que leur bien vaut toujours plus et qu'en plus, en le vendant aujourd'hui très cher, après-demain, les gens auront fait une bonne affaire puisque le bien va prendre 10% de valeur par an, mais ce n'est pas tout à fait la réalité au quotidien. Voilà. Pour répondre à Dominique Aubin, connaissez-vous la vente en viager de terres agricoles? Pour l'anecdote, moi j'ai un parcours d'ingénieur en agronomie agro-industrie à Beauvais, à Unis-la-Salle, anciennement ISAB. Et c'est vrai qu'on en voit moins. C'est souvent des problématiques de transmission au sein d'une même famille, d'une exploitation. Pour autant, on est vraiment sur le même principe, définir une valeur vénale cohérente, trouver un acquéreur qui soit en accord avec ça. Et ensuite, on peut tout à fait réaliser des ventes de terres agricoles en viager. Alors, pour les biens en nue propriété, alors les biens en nue propriété, il faut savoir que on peut distinguer, je ne sais pas, il y a des gens qui entendent un bien en nue propriété sur une période définie et des biens en nue propriété, ça peut tout à fait s'assimiler à un viager en bouquet sans rente avec un usufruit pour le cédant. Donc oui, c'est des choses qu'on a régulièrement. Ensuite, peut-être plus pour Cyril, peut-on acheter un viager pour un enfant, s'il vous plaît? Oui, d'ailleurs, je switch parce qu'il y a des questions dans la conversation et dans questions-réponses aussi également. Ah, Il ne faudra pas que j'en oublie. Pour un enfant, oui, tout à fait, c'est possible. Alors après, il faudra juste bien vérifier derrière. Ce qui peut être compliqué, c'est après, quand on paye la rente pour l'enfant, tomber dans ce qu'on appelle le présent d'usage, et après, derrière, ça pourrait être qualifié comme une donation. C'est vrai que c'est des montants réguliers qui peuvent être importants, si en plus il y a un gros bouquet. Donc peut-être qu'effectivement, oui, on peut tout à fait acheter pour un, c'est bien ça, c'est acheter pour un enfant, on peut tout à fait. Derrière, après, peut-être pas oublier effectivement de déclarer qu'on a fait une donation à son enfant. Utiliser les dons manuels, les abattements de 100 000 euros, comme on a parlé tout à l'heure, Sébastien, parce que ça peut être des sommes qui peuvent être un petit peu importantes. Donc, en fait, payer, enfin, mettre soit par au travers d'une SCI ou soit directement le bien au nom de l'enfant, et puis payer à sa place le bouquet et les rentes, bah, quand on va y avoir des montants qui sont importants, l'administration fiscale va dire bah, c'est de l'argent que vous avez donné à votre enfant. Donc derrière, il faudra juste vérifier ce point-là, quoi. Effectivement, il faudra le déclarer. Donc du coup, ça viendra consommer des abattements, etc. Donc ça pourrait être, ce sera qualifié effectivement comme une donation.
Et j'avais une autre question, je crois que c'était de Monsieur Raspo là mais je pense qu'on y a répondu, hein. Pour un viager libre, peut-on vendre un bien loué? Tout à Alors je fait. sais, ouais, La je sais pas réponse est si oui. c'est ça, ouais, c'est exact. Parce que oui, oui, c'est ça. Oui, le bien loué, on peut le vendre en viager libre si c'est côté vendeur, et puis après derrière, on peut très bien acheter un viager libre, le mettre en location. Et du coup, les loyers, hein, c'est l'acheteur est pleinement propriétaire, hein. Donc c'est pas un démembrement ici, il a 100% du bien, il a tout le bien. Et donc, s'il le met en location, il pourra le mettre en location. Et puis, il va percevoir les loyers. Donc, le cas, effectivement, de Rouen, c'est un bien qui est déjà loué, mais ça veut dire qu'il sera acheté en viager. Le hacker paiera une rente de 1 100 € chaque mois. Mais du coup, c'est lui maintenant qui percevra les loyers des locataires. Concernant la fiscalité de la plus-value immobilière, lorsque l'on revend un bien acquis en viager, comment ça se passe? Alors en fait là-dessus, alors je peux pas trop en dire parce qu'aussi on a aussi notre savoir-faire dessus. C'est un vrai sujet effectivement, hein, la position de la plus-value. Malheureusement, heureusement pour nous du coup, parce que mais beaucoup de concurrents peut-être se trompent, enfin concurrents, confrères dans l'immobilier sur le viager se trompent sur sur la façon en tout cas d'appréhender la plus-value. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une règle dans le BOFIP qui vous dit que lorsque vous achetez un bien immobilier qui est démembré, donc on rentre dans le cas du viager, on achète une part d'un bien qui a été démembré et qu'on le revend après que l'usufruit ait rejoint la nue propriété, donc il y a un remembrement, donc derrière ça veut dire décès du vendeur ou libération du bien, donc on va revendre une pleine propriété. Et bien ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir calculer la plus-value avec un prix d'acquisition, non pas le prix vraiment acheté, donc le prix de la nue propriété, mais le prix de la pleine propriété initialement. Donc, je suis allé un peu vite, je vais m'expliquer. Vous avez un bien, il vaut 100. Vous l'avez acheté sur une base de 60 parce qu'on a fait un démembrement et parce qu'on a acheté que la nue propriété. C'est 60. On va peut-être payer 10 de bouquet et les 50 complémentaires sous forme de rente. 10 ans plus tard, le vendeur décède. On récupère la pleine propriété. Admettons que le bien n'ait pas pris de valeur. On le revend 100. Eh bien, dans la plupart des cas, si on a mal rédigé l'acte de vente, mais c'est 90% des actes de vente qui sont mal rédigés, malheureusement. Eh bien, l'acquéreur, quand il va revendre, il va être fiscalisé sur une base de 40, 100 de revente, et on va considérer que le prix d'acquisition est de 60. Si on s'intéresse, on regarde un petit peu plus au BOFIP et qu'on rédige correctement l'acte de vente, eh bien, si le bien il est revendu 100 alors qu'on l'a acheté 60 sur une base de 100, eh bien, on n'a pas de plus-value. On a zéro de plus-value et là, ça nous permet de faire gagner à nos clients acquéreurs, des fois, on a gagné des dizaines ou des centaines de milliers d'euros d'impôts sur la plus-value parce qu'on a bien rédigé l'acte de vente et puis on l'a bien dit aussi au niveau du notaire. Donc ça, c'est un point qui est très important. Si je reprends le même exemple, hein, mon bien il vaut 100, je l'achète 60, je le revends 10 ans plus tard 120. Eh bien, la plupart des cas, effectivement, on a mal rédigé l'acte de vente, on n'utilise pas la bonne règle fiscale. On a une plus-value de 60. Donc là, à bout de 10 ans, des abattements pour durée des tensions, hein, mais on se retrouve à payer sur les 60, on va payer pas loin de 30%, hein, donc 18 d'impôts. Donc c'est énorme, on se fait matraquer et on paye le tiers d'impôts. Bah, si on a bien rédigé, effectivement, il y a que finalement 20 de plus-value et donc d'imposition sur la plus-value sur une base de 20. Donc on divise par 3 l'imposition. Donc voilà, la fiscalité à la revente est extrêmement attractive. Et très peu de gens le savent. Et malheureusement, très peu de professionnels de notaires rédigent correctement les actes de vente pour que ça fonctionne bien. Donc voilà, le viager, c'est très intéressant au niveau de la fiscalité. Et c'est un sujet malheureusement qui revient très souvent parce qu'on n'utilise pas les bonnes règles du BOFIP et parce qu'on rédige mal l'acte de vente. Voilà, je suis allé un peu vite, mais si besoin, n'hésitez pas à nous recontacter, on pourra échanger là-dessus sans aucun problème. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous achetez un bien 60, il en vaut 100, vous le revendez, et bien la plus-value, la prix d'acquisition, c'est pas 60, c'est bien 100. Encore faut-il bien rédiger l'acte de vente, hein. Et dernier petit point, oui, sur les barèmes, ça rejoignit un petit peu les calculs, etc., les valeurs vénales. Nous, on n'utilise pas de barème. Alors, il y a gros barème sur le marché, c'est le barème d'Aubry. On aime beaucoup le barème d'Aubry, hein, sauf que dans 90% des cas, c'est pas bon, ça marche pas. Parce que, au niveau des calculs, derrière, vous avez des hypothèses qui sont prises dans le barème d'Aubry. Alors, si vous êtes dans Paris, si vous êtes dans certaines localités, ça fonctionne. Je dis 90, j'étais un petit peu méchant, c'est peut-être les 50% des cas, ça marche pas bien. Nous, on fait vraiment des calculs sur mesure, hein. On a vraiment des calculateurs en interne qu'on a développés qui nous permettent d'avoir
une vente qui est complètement équilibrée. Donc le démembrement, il est correct. C'est-à-dire que si vous, de votre côté, vous faites un calcul très bête où vous vous dites, bah, finalement, l'espérance de vie elle est de 10 ans, je me prive de loyer pendant 10 ans, bah, on retrouve les bons ordres de grandeur si on dit, bah, pendant 10 ans, je me suis privé de loyer, donc la décote devrait être à peu près égale à 10 années de loyer. Alors, il y a des effets d'actualisation, etc., des termes techniques sur lesquels je vais parvenir. Mais derrière nous, ça nous permet d'avoir un calcul qui est équilibré avec des hypothèses en fait derrière qu'on a fixées, sur lesquelles en plus on est transparent, que plutôt utiliser un barème qui est un peu fourre-tout et qui finalement va aussi bien être utilisé pour un bien ultra prestige comme on a vu dans le 8e rue du Faubourg Saint-Honoré, où on a des rendements qui sont ridicules parce que les valorisations sont très élevées, tout le monde veut acheter ici versus effectivement des logements qui seraient peut-être voilà, qui ne seraient pas comparables avec un bien qui serait à Rouen ou un bien qui serait effectivement à la campagne ou dans un milieu rural où on n'a pas du tout les mêmes valorisations et les mêmes loyers. Donc c'est pour ça que voilà, pour avoir une transaction équilibrée, on est obligé de faire du sur-mesure, de faire des vrais calculs de valorisation et d'estimation. Et là, Vita Pecunia, effectivement, a pour le coup un vrai savoir-faire en la matière pour pouvoir faire des calculs équilibrés avec, si besoin, on peut produire des justificatifs pour les notaires. Et derrière, voilà, on n'a pas eu de litige, en tout cas aujourd'hui, mais là-dessus, on est assez rodé. On utilise des formules, en tout cas, qui ne peuvent pas être mises en cause par les juges. Et je rebondis, Jérôme Surdo. Légalement, n'y a-t-il pas d'utilisation d'un barème obligatoire? Non. Quand on se réfère au Code civil, un viager, c'est une transaction qui est aléatoire, c'est le seul critère que l'on a. Derrière, c'est du gré à gré, c'est-à-dire que acheteur et vendeur se mettent d'accord sur le prix. La seule chose, en fait, sur lesquelles on doit veiller, c'est l'abus de faiblesse. Est-ce que finalement, on n'a pas obligé le vendeur, on l'a pas un peu trop forcé pour vendre? Donc, on peut effectivement être dans des cas d'abus de faiblesse ou les cas, effectivement, où on ne respecte pas l'aléa parce qu'on a tellement déséquilibré le contrat, c'est-à-dire que lorsqu'on a calculé une décote et lorsqu'on a calculé des rentes, on est sur des niveaux qui sont complètement incohérents. Je vous donne un exemple, on a des références de jurisprudence. Bah, vous avez un bien, il vaut, admettons, 1 million d'euros. Il est vendu en viager libre. Donc, il est vendu sur une base d'1 million d'euros. Vous avez le vendeur, il a 85 ans. L'acquéreur et le vendeur se connaissaient. Le vendeur, en plus, avait des problèmes de santé connus par l'acquéreur. Donc, déjà, premier point qui ne va pas. Et la rente qui a été payée par l'acquéreur, si on regardait combien d'années il fallait pour que le vendeur puisse s'y retrouver financièrement, il fallait à peu près 50 ans. À un vendeur qui a 85 ans, hein. Donc ça veut dire qu'il aurait dû avoir une espérance de vie de 140 ans ou quelque chose comme ça. Évidemment, ça a été annulé et l'acquéreur a été sanctionné derrière. Il y a eu un jugement qui a été rendu. Mais derrière, voilà, si on est sur des ordres de grandeur qui sont cohérents, nous, on pourra toujours justifier le fait que l'aléa est conservé. Et si nous, bien évidemment, on fait les choses bien, il n'y aura pas d'abus de faiblesse non plus. Donc derrière, ça permet complètement de sécuriser le viager. Ce qu'il faut savoir, quand vous êtes acquéreur, d'où l'intérêt aussi de bien être accompagné par des gens qui savent faire ça, c'est que on n'a pas les chiffres officiels, hein, mais quand j'échange avec des notaires spécialisés, quand il y a une succession et qu'un bien a été vendu en viager et que les héritiers n'étaient pas au courant, généralement, une fois sur deux, les héritiers essayent de faire un recours, du moins de se renseigner auprès du notaire pour faire un recours pour essayer d'annuler le viager. Donc ça veut dire que si dès le départ vous avez signé un viager qui est bancal, et malheureusement on a beaucoup d'acquéreurs qui nous contactent, ils ont déjà acheté un viager ailleurs, et ça fait 5 ans, 10 ans, et ils se retrouvent dans des situations un peu compliquées. Et quand on lit l'acte de vente, en fait, il y a des choses qui ne vont pas, et effectivement des choses sur lesquelles les héritiers pourraient demander des dommages et intérêts ou pourraient faire annuler le viager. Parce qu'il y a eu des clauses abusives, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas bien fonctionné. Il y a 8000 transactions de viager en France, il y a plus de notaires que de transactions en viager. Donc autant dire, il n'y a pas beaucoup de notaires spécialisés qui savent bien faire et aussi de spécialistes du viager. D'où l'intérêt, voilà, si vous voulez faire du viager, moi je vous conseille vraiment d'être bien accompagné, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe, mais par des professionnels qui savent faire ça, parce que derrière, on peut se retrouver dans des situations assez dramatiques où le viager est annulé, où le vendeur ne peut pas libérer le bien parce qu'on n'a pas mis la bonne clause, où l'acquéreur paye des impôts hyper élevés sur la plus-value parce qu'on n'a pas bien rédigé l'acte de vente. Donc c'est très important effectivement de bien t'accompagner là-dessus. Et on voit dans les deux sens, on a vu aussi des contrats rédigés très en faveur du vendeur et avec l'acquéreur qui se retrouve en difficulté Oui, oui. à payer et qui a payé 2 fois la valeur du bien. Ouais.
Ah oui, exactement, oui. Ou des clauses d'indexation qui sont mal rédigées, ou des fois, effectivement, des hackers qui signent un peu trop vite et puis ils ont oublié qu'il y avait des indexations, des choses comme ça, et en fait, ils ont acheté trop cher la rente, mais ils sont bloqués, en fait. Mm. Et le bien est invendable, en fait. Et voire même des clauses mal rédigées où le bien est très compliqué à revendre, en fait. Et donc, ils sont embarqués dans un viager où ils se serrent la ceinture pour payer une rente qui ne fait que d'augmenter parce qu'il y a une histoire d'indexation, parce que ça n'a pas bien été rédigé dès le départ, et ils peuvent même pas s'en débarrasser, ils peuvent même pas le revendre. Donc, la seule solution qu'ils ont, c'est continuer à payer, ou sinon arrêter de payer, mais avoir une clause résolutoire actionnée par le vendeur et perdre le bien. Donc, et ça va interviager. Ah bah sûrement un confrère. La discussion avec les notaires, ils sont en combat, je vous le confirme, malheureusement, c'est notre quotidien. C'est clair. C'est ça. On s'est entouré effectivement de notaires spécialistes qui connaissent bien le sujet, enfin spécialistes, c'est un grand mot, mais qui en tout cas font régulièrement des transactions viagées. Et ça nous permet dès le départ de bien sécuriser les ventes et effectivement de ne pas rentrer dans. Enfin, voilà, c'est toujours le risque, effectivement. Les notaires, après, il faut les comprendre, ils comprennent mal le viager. C'est malheureusement, ce sont eux qui sont mis en tort directement. C'est les premiers, en tout cas, à en pâtir s'il y a un souci sur le montage. Ils n'ont pas beaucoup d'intérêt, effectivement, à conseiller à viager. Donc, les notaires qui ne connaissent pas bien le viager, bah, très souvent, malheureusement, vont être plutôt freinants et vont descendre un petit peu le viager côté vendeur ou côté acquéreur. Et nous, ça nous complexifie fortement la tâche. Mais on le voit, il y a tellement de recours, effectivement, quand les montages, comme vous disiez, c'est des cas, nous, on en a souvent. Alors après, c'est un peu biaisé parce que les acquéreurs, des fois, nous contactent parce qu'ils ont mal signé leur contrat, donc on en voit souvent. Mais c'est vrai que des fois, on voit des trucs dans les contrats et on se dit, bah, le notaire aurait limite pas dû signer, hein, parce qu'on se dit, s'il y a un recours qui est fait, bah, le premier, c'est le notaire qui va prendre. Donc on peut tout à fait comprendre, effectivement, que des notaires soient frileux, ne connaissent pas bien le sujet, ou des fois, on rentre effectivement, dans des débats pour faire valoir les valorisations qu'on fait. Parce que le notaire ne connaît pas bien, et quand il prend des logiciels, il est équipé, il a des logiciels, mais le logiciel lui-même, il ne sait pas l'utiliser, donc il l'utilise mal. Et donc voilà, c'est pour ça que aussi, voilà, que ce soit la partie transaction, intermédiaire comme des professionnels comme nous, ou la partie vraiment notaire, bah, ouais, c'est important effectivement d'avoir des gens compétents qui connaissent bien le sujet du viager. Il- Globalement, on a fait le tour de pas mal des questions. On n'a peut-être pas forcément répondu à tout le monde. Je vois l'heure qui passe, Cyril, je ne sais pas, est-ce qu'on reprend deux, trois questions? Est-ce qu'on laisse nos coordonnées pour pouvoir être recontacté? On ne s'était pas mis Euh, d'accord sur ça. comme, ouais, comme vous voulez. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le webinaire sera enregistré, on vous enverra le replay. Donc, si vous avez des obligations à 13h30 là, vous inquiétez pas, vous aurez le replay. Il y a encore peut-être quelques petites questions, mais je vais répondre très très vite, hein. Mais Carole, bonjour, dans le cadre des viagers occupés, sur quelle base sont calculés les frais d'enregistrement et comment le justifier au notaire réfractaire? Bah, c'est encore un problème, effectivement, le notaire, il n'a aucun intérêt à calculer des droits d'enregistrement sur une base de 60, si bien il vaut 100, il va vouloir le faire sur la base de 100. Ça, il a l'habitude de le faire parce que généralement, il le fait dans le cas des donations. On va prendre la pleine propriété, sauf qu'encore une fois, nous, bah, là-dessus, on a bien tout sourcé, on a différents textes. Des références en tout cas de texte à donner au notaire pour qu'il puisse s'y référer. Mais ce qui est bien indiqué, c'est que dans le cas d'une mutation à titre onéreux, donc dans le cas d'une vente, on doit retenir comme assiette de calcul le montant de la vente. Donc c'est-à-dire quand on vend un viager, on vend pas 100, on vend 60. Donc on retient 60. Alors que le justifier au notaire réfractaire, bah, c'est très compliqué. C'est pour ça que généralement, c'est un problème qu'on doit traiter en amont, avant de choisir son notaire, de lui demander, vous, comment vous calculez vos frais de notaire. Donc s'ils vous disent, Mm. votre bien, il vaut 500, vous l'achetez 300, c'est sur la base de 500, bah, allez voir un autre notaire. Mm. Ou essayez d'aller voir un notaire qui... peut-être la première question à poser, c'est ce que vous avez déjà fait des viagers. Parce Mm. que... je regarde rapidement. Oui, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je pense au niveau des questions. Peut-on vendre en viager un bien sur lequel il y a un prêt à rembourser? Vendre en viager. Bah, alors, si vous êtes vendeur, vous avez un bien, il y a un crédit dessus. Bah, le crédit, s'il est affecté, donc c'est-à-dire que si ce crédit, effectivement, vous avez une hypothèque ou si vous avez un risque de cautionnement qui est affecté au bien, il faudra réussir à faire lever cette caution, enfin, l'hypothèque ou la caution. Donc ça veut dire qu'il faut que le montant que vous récupérez
normalement, soit au moins égal au capital restant dû. Donc, si vous devez encore 100 000 euros à la banque, il faut pouvoir solder les 100 000. Donc, soit à l'issue de la vente, donc au moins avoir 100 000 euros de bouquet, ou si vous avez 50 000 de côté, bah, vous complétez avec les 50 000 au moins du bouquet. Donc, oui, c'est possible à voir avec la banque, mais c'est possible, ouais. Voilà, je vais juste terminer. Les frais d'agence. Bah, les frais d'agence sont calculés comme une vente traditionnelle, hein. Votre bien, il vaut 500 000 euros. Eh bien, on calcule les frais d'agence sur les 500 000 euros. Voilà, c'est un taux, effectivement. Alors, ça peut être des frais honoraires acquéreur, charge acquéreur ou charge vendeur. Ça ne change pas d'une vente traditionnelle. L'indemnité de libération anticipée est-elle négociable de gré à gré? Je vais terminer. Oui, elle est négociable. Par contre, elle doit être figée dès l'acte de vente. C'est-à-dire que c'est dès le départ, hein. Vous ne pouvez pas revenir après dessus. Ça veut dire qu'il faut la négocier dès le départ. Moi, je vous conseille peut-être de faire une dégressivité. Pourquoi? Parce que ça va motiver le vendeur. Peut-être à partir, on va dire, assez rapidement, entre guillemets, hein, pour aligner les intérêts. D'avoir effectivement peut-être un complément. Alors, soit ça peut être un pourcentage de la rente en plus, ce qu'on fait généralement. S'il n'y a qu'un bouquet, on peut aussi verser un capital complémentaire. Mais ça, effectivement, négociable de gré à gré, il n'y a pas de règle qui existe, hein. Il y a des agences immobilières qui vont vous dire c'est tant de pourcents, machin, c'est pas négociable, c'est pas vrai. On fait ce qu'on veut dans le viager. Tant que l'ALEA est respecté, il n'y a pas de problème. Et puis après, bon, il y a des questions un peu techniques, effectivement. Barème d'Aubry, table générationnelle. Oui, bah, c'est ce qu'on fait, nous, effectivement. On utilise des mix de table générationnelle et de table INSEE pour calculer l'espérance de vie et avoir un calcul qui est quand même beaucoup plus proche de la réalité que ce que l'on peut avoir avec un d'Aubry. Et indice de revalorisation des rentes, on va utiliser soit IRL, mais généralement, nous, on préfère l'indice des prix à la consommation hors tabac, INSEE. C'est un peu plus. C'est ce qu'on retrouve en tout cas plus souvent. Et quand on a des viagers libres, des fois, on peut aussi rencontrer les indices de Pôle Construction, l'IDCC. Voilà. Et puis, bon, question sur les biens de région nantaise, on pourra venir vers vous. Et voilà, je pense qu'on a terminé. Il est 13h37. Désolé, on a fait un peu de rame, mais il y a encore quasiment tout le monde, hein. On voit qu'il y a encore 40 participants à 13h37. Donc, on a réussi à peu près à vous tenir en haleine, donc c'est bien. Peut-être la slide avec les contacts à la fin, Cyril. Je ne sais pas si on Ah les a mince, est-ce que je notés. l'ai? Non, je ne l'ai pas. Hop. Non, Mais je vous envoie un email pour vous envoyer le replay et je vous donne les coordonnées de tout le monde. Alors moi, vous pouvez me contacter effectivement en direct, il n'y a aucun problème, ce sera avec grand plaisir. Je suis un peu moins sur l'opérationnel, donc peut-être que je serai un peu moins réactif. Si vous voulez quelqu'un de réactif, n'hésitez pas à contacter Zoé sur, on va dire, la vision un peu d'ensemble sur toute la France. Et puis si vous avez des questions précises sur Île-de-France et puis aussi sur la partie Rhône-Alpes, n'hésitez pas à contacter Cédric et Sébastien. Et je vous envoie tout ça, ouais. Ouais, j'aurais dû mettre les coordonnées. Merci à pour tous. votre Merci présence, beaucoup, vos merci à questions. vous, Oui. et puis à très bientôt. Bonne journée à tous. Merci, Au au revoir. revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.